Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 27 novembre. 2 ministres et 2 secrétaires d'État à Guyancourt. Christophe Castaner, Nicole Belloubet, Marlène Schiappa et Laurent Nunez étaient ce matin au commissariat de la ville. Ils ont lancé un portail de signalement des violences sexuelles et sexistes installé dans les locaux de la police nationale. Près d'1 million de repas distribués dans les Yvelines. La 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur s'est ouverte aujourd'hui. 15 000 bénéficiaires se rendent régulièrement dans les 27 centres du département. Reportage au sein de l'antenne de Trappes. Enfin dans cette édition, immersion au sein du Généton à Évry en Essonne. C'est le laboratoire de la recherche génétique sur les maladies rares. Elle concerne en France 3 millions de personnes. Le Généton est financé à 85% par le Téléthon qui se déroule les 7 et 8 décembre prochains. On recevra d'ailleurs dans ce journal les organisateurs du Téléthon à Coignères qui revient dans la commune après plusieurs années d'absence. À suivre également le coup de cœur culture de la semaine dédié au festival Saint-Quentin du film documentaire qui est organisé par TV78. Un portail des signalements de violences sexuelles a donc été lancé aujourd'hui au commissariat de Guyancourt. 2 ministres, dont celui de l'Intérieur, Christophe Castaner, et des secrétaires d'État étaient présents pour l'occasion. Les détails avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Ne rien laisser passer, c'est le message qu'ont voulu transmettre 4 membres du gouvernement ce mardi matin au commissariat de Guyancourt. Christophe Castaner, Marlène Schiappa, Laurent Nunez et Nicole Belloubet sont venus inaugurer un portail de signalement des violences sexuelles et sexistes. Une plateforme ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'on puisse libérer la parole, pour au fond réussir cette exigence, ce continuum de sécurité qui va de la prévention par l'écoute, l'accueil, la procédure et la sanction. Autant de sujets sur lesquels nous devons offrir à chaque victime les moyens de se faire entendre. En 2017, en France, plus d'1 million de femmes ont été confrontées à une situation de harcèlement au travail ou dans les espaces publics. Ce service gratuit et ouvert à tous aura pour but de les dénoncer. Quand vous êtes témoin d'un cambriolage, vous appelez la police ou la gendarmerie. Quand vous avez connaissance d'une violence sexiste et sexuelle, votre devoir de citoyen, c'est d'appeler la police ou la gendarmerie ou désormais de vous connecter à cette plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. Au commissariat de Guyancourt, 16 policiers et un psychologue vont veiller à traiter ces demandes au niveau national. Les victimes pourront dialoguer sous la forme d'un chat avec les agents. Elle sera sur une page avec un message automatique qui lui indique « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» pour qu'elle ne se sente pas seule devant sa page blanche. Et elle pourra alors libérer sa parole sur le vécu, sur des violences sexuelles ou sexistes qu'elle aurait pu voir ou dont elle aurait pu être victime. Et un opérateur ou une opératrice lui répondra. En cas de forte fréquentation du chat, des effectifs supplémentaires pourraient être recrutés dans les prochains mois. Déplacement ministériel au lendemain d'un autre dans les Yvelines. Hier, Jean-Michel Blanquer et Franck Riester étaient au lycée Condorcet de Limay. Les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture sont venus pour un autre lancement, celui de la plateforme cinéma.lecite.tv. Ce dispositif permettra aux élèves et professeurs de collèges et lycées d'accéder à une base de données de films, du cinéma d'auteur et des grands classiques. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Manon Varaldo. Du cinéma dans les collèges et les lycées, c'est possible grâce à la plateforme cinéma.lecite.tv. Elle sera un outil supplémentaire d'approfondissement pour les enseignants. Les 2 membres du gouvernement, Jean-Michel Blanquer et Franck Riester, ont lancé le projet ce lundi au lycée Condorcet de Limay. L'éducation à l'image et l'éducation au cinéma font pleinement partie de l'éducation tout court. Et alors même que nos élèves sont plongés dans des bains d'images toute la journée par la vie que nous avons aujourd'hui, il est essentiel qu'ils soient éduqués à une compréhension de ce qu'il y a derrière chaque image et puis tout simplement à la culture, parce que le cinéma, c'est le 7e art. La plateforme mettra à disposition une 50aine de films de patrimoine. Les élèves et leurs enseignants pourront télécharger gratuitement ces films en toute légalité. C'est surtout dans nos lycées de banlieue, j'insiste sur ce point-là, c'est un vrai liant social et culturel. C'est-à-dire qu'on est de diverses cultures, il y a différents niveaux sociaux, et c'est le cinéma qui nous rassemble. Ce projet est porté par France Télévisions avec comme souhait de développer la culture cinématographique des collégiens et lycéens.
On trouve des choses assez différentes, ça va de Murnau à Romer, enfin une cinquantaine de films à terme. Aujourd'hui il y en a 31, très exactement, qui sont disponibles sur la plateforme. On va continuer à l'enrichir. Donc voilà, c'est des films, comme le dit Dominique Besnéard, incontournables, qu'il faut avoir vu. Cinéma.lecite.tv succède à Ciné-Lycée, un dispositif équivalent mis en place en 2010. Actualité transport en bref à présent avec le projet EOL qui rentre dans le concret. Il s'agit du prolongement du RER E à l'ouest de Paris, 55 km de lignes supplémentaires jusqu'à Mantes-la-Jolie. Ce lundi, la SNCF a lancé des travaux à Houille-Gressillon, première gare des Yvelines du nouveau tracé. Ce chantier devrait durer 1 an et demain, le tunnelier d'EOL fera son baptême, un tunnel de 8 km qui leur reliera les gares de Haussmann-Saint-Lazare à La Défense. 650 000 voyageurs devraient profiter de ce prolongement. Première rame attendue pour 2024. À Coignères, ce dimanche, ce sera bien un duel Didier Fischer, Ali Bousselam pour la municipale partielle, le second tour de cette municipale partielle. Le troisième candidat, David Pentier, ancien membre de la majorité, a indiqué ce mardi qu'il se retirait du scrutin. Sa liste sans étiquette Agir ensemble pour Coignères était arrivée en troisième position du premier tour avec 15,59% des suffrages. David Pentier qui ne donne aucune consigne de vote. Pour rappel, les deux listes restantes se déclarent également sans étiquette, celle de Didier Fischer qui est en ballottage favorable face à la liste d'Ali Bousselam. Mardi 27 novembre, journée nationale de la générosité. Aujourd'hui, c'est aussi le début de la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur. 15 000 bénéficiaires vont se rendre dans les 27 centres des Yvelines. Marilène Yapichino a suivi cette première journée au centre de Trappes. Regardez. C'est pas trop lourd. Ah, ça c'est j'ai problème d'épaule. Les bras chargés et le sourire aux lèvres, les bénévoles du centre des Restos du Cœur de Trappes s'affairent. Aujourd'hui s'ouvre la campagne d'hiver. Tout doit être prêt pour la première distribution de l'après-midi. Aujourd'hui, on est reparti, voilà. Donc, il va y avoir les gens qui sont venus s'inscrire la semaine dernière, et puis des tas de familles qui sont pas venues et qui vont venir encore cet après-midi. Donc, ça va être chargé. Le centre est ouvert 3 jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis. La matinée est consacrée à la réception des produits récoltés dans les grandes surfaces. Il faut ensuite les trier et les mettre en place, un travail qui nécessite de la main-d'œuvre. Nous avons des compléments, donc ça peut être des gâteaux que ces dames sont en train de préparer. Donc elles trient les paquets et elles préparent pour faire des petits sachets pour que chaque personne accueillie puisse avoir un petit peu de gâteau, d'accord ? Justement, Drilona Senala, elle-même bénéficiaire, est venue prêter main forte. Après une visite et une explication du fonctionnement des lieux, la jeune Albanaise arrivée en France il y a 4 ans est rapidement mise à contribution. Voilà donc un peu le centre. Eh ben, écoute, je te souhaite la bienvenue et puis merci de te proposer de nous aider. Voilà, plus de 400 familles qui sont accueillies. Voilà. Donc c'est vraiment très important d'essayer d'avoir des gens qui viennent nous aider, même que ça soit une matinée, une après-midi. Voilà, chaque bénévole est bienvenu chez nous. L'après-midi, le local prêté par la municipalité se remplit. Sabrina Bertrand vit seule avec 3 enfants. Elle vient chaque semaine et connaît bien l'équipe trappiste des restos. Pour moi, c'est comme une famille, une deuxième famille. Je me sens bien quand je viens ici. Ça m'évite de rester toute seule, isolée. Comme chaque bénéficiaire, elle attend d'être appelée par un bénévole avec lequel elle va remplir son caddie. En fonction du nombre de personnes dans le foyer, elle a droit à un certain nombre de points. Vous voulez quoi d'autre Parce qu'il vous reste des points en fait quelque part. Des points à dépenser pour chaque famille de produits, des légumes jusqu'à la viande, en passant par les produits laitiers. Au total, chaque bénéficiaire repart avec un repas par jour et par personne, 6 jours par semaine. À la semaine prochaine, hein. Soyez sages. Hein. Au revoir. Et en ce lancement de la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur, ils ont besoin de bénévoles. Ces Restos du Cœur, n'hésitez pas à rejoindre l'association ou bien à lui faire un don. Attrape toujours un rassemblement de parents d'élèves hier lundi devant l'école Jean Massé. Mobilisation à l'initiative notamment de la FCPE pour un père de famille algérien menacé d'expulsion de territoire. Son enfant est scolarisé dans l'établissement. La procédure qui devrait intervenir au plus tard le 3 décembre est dénoncée par la FCPE qui met en avant la volonté de la famille de s'intégrer. Une pétition envoyée à la préfecture des Yvelines a déjà recueilli plus de 150 signatures. Dans 2 semaines, c'est le Téléthon, le marathon du don pour la recherche contre les maladies rares. En France, 3 millions de personnes sont concernées par ces pathologies. Les 7 et 8 décembre, 30 heures de collecte vont financer à 85% le Généthon. C'est un laboratoire leader de la thérapie génétique des maladies rares. Mélanie Poquier et Patrick Jacques de Dixmude se sont rendus dans ces locaux situés à Évry, en Essonne.
La recherche continue pour améliorer le quotidien des malades. Depuis 28 ans maintenant, le Généton travaille sur les maladies rares. 80% de ces maladies ont une origine génétique. Le Généton est basé à Évry en Essonne. Et à quelques jours de la 32e édition, l'AFM Téléthon nous a ouvert les portes de ses laboratoires. L'occasion de faire le point sur les avancées. Généton est pionnier parce qu'il a été un des tout premiers laboratoires à s'intéresser à la thérapie génique, qui est vraiment l'approche de choix pour traiter les maladies génétiques et les maladies génétiques rares. Quand vous êtes atteint d'une maladie génétique, ça veut dire que certains gènes dans vos organes malades présentent des mutations. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer ce gène malade par une version normale du gène. Aujourd'hui, nous avons 8 produits issus de notre recherche qui sont en cours d'expérimentation clinique. Ça veut dire que ce sont des produits qui aujourd'hui sont injectés à des malades et dans des champs variés, puisque nous avons des produits pour les myopathies, maladies du muscle, des produits pour des immunodéficiences, maladies du système immunitaire, pour des maladies du sang. Grâce à vous, des maladies ont été vaincues, mais d'autres restent à vaincre. Pour avancer sur les chemins du médicament, très clairement, nous sommes entourés d'experts, notamment d'un conseil scientifique. Nous sommes entourés aussi de scientifiques qui sont dans nos laboratoires. Et tous les ans, avec les fonds du Téléthon, on finance à peu près 900 à 1000 chercheurs. Concrètement, aujourd'hui, alors si j'avais à donner à peu près un chiffre qui soit assez illustratif, c'est 5% des maladies rares. Alors, sachant que les maladies rares, elles sont au nombre de 7000. Donc 5% des maladies rares pour lesquelles aujourd'hui il y a soit des traitements qui sont arrivés ou qui vont arriver, pas tous en thérapie génique. Ça veut dire qu'on ne doit pas oublier les 95% des maladies rares pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Les avancées concernent notamment 2 maladies, la myopathie myotubulaire qui touche un garçon nouveau-né sur 50 000 et dont la moitié décède avant l'âge de 18 mois. Il s'agit d'une maladie dont les mutations sont localisées dans un gène qui est localisé sur le chromosome X. Donc en fait c'est une maladie qui se manifeste principalement chez les garçons dès la naissance, avec donc une faiblesse musculaire généralisée, c'est-à-dire que tout le corps, ils ont vraiment du mal à bouger, même à respirer. Donc la plupart de ces enfants décèdent dû à une insuffisance respiratoire, et on sait que le pronostic est très sévère. L'essai clinique a démarré il y a un an, en 2017. Il s'agit d'un essai clinique international qui a commencé aux États-Unis et qui donne des résultats assez prometteurs pour l'instant. Et le syndrome de Crigler-Najjar, un cas sur 1 million de naissances environ. La maladie touche le foie. Dans son corps, elle accumule un composé toxique qu'on appelle la bilirubine, qui est un pigment biliaire qui a une couleur jaune et qui donc provoque chez elle une jaunisse. La bilirubine est un composé toxique qui peut atteindre le cerveau et provoquer des dommages neurotoxiques et qui peut aller même jusqu'à la mort. On estime que même une restauration de 5% du taux normal d'enzymes qui est manquante chez les Crigler-Najjar pourrait suffire à traiter la maladie. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on sait que la thérapie génique ne va pas avoir un effet à 100%, mais on sait que ce n'est pas la peine de traiter complètement le foie. Un petit pourcentage sera suffisant. En 2016 est créé Hyposchésie qui produit les médicaments pensés par le Généton. En 2005 est lancé ISTEM où travaillent 8 équipes. C'est un institut qui travaille sur les cellules souches et qui permet en fait d'étudier les maladies génétiques rares, donc les maladies monogéniques. Et en fin de compte, nous on va travailler donc avec cet outil qui est important, donc les cellules souches, et on va regarder les différentes applications possibles autour de ce modèle. C'est une approche différente en termes de stratégie, puisque le Généton va avoir une approche sur la thérapie génique. Et nous, notre axe thérapeutique en fait, se situe plutôt sur la thérapie cellulaire, donc à partir des cellules souches. Et on va également en fait, modéliser des pathologies grâce à ces cellules. La prochaine édition du Marathon du Don, c'est les 7 et 8 décembre. Le parrain cette année, c'est le chanteur Pascal Obispo. Et toujours 4 chiffres à composer pour donner, le 36-37. En 2017, l'AFM Téléthon avait récolté plus de 89 millions d'euros. Et de nombreuses communes des Yvelines se mobiliseront à l'occasion de ce Téléthon. C'est le cas à Coignard où des animations se tiendront le samedi 8 et le dimanche 9 décembre. 3 invités en plateau avec moi pour en parler. Khadija Birzin, Christine Lamy et Julien
Colno, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes les co-organisateurs de ce Téléthon Aquanière. Vous êtes 4 au total organisateurs. Alors on parle presque de premier Téléthon Aquanière parce que ça, en tout cas, ça faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas une opération globale du Téléthon Aquanière. Voilà, donc sur la commune, en fait, on a eu des petites actions qui étaient menées par des commerçants ou des responsables d'hôtels. Là, on a décidé de faire le Téléthon cette année ensemble, parce qu'au début, il devait être réalisé avec la commune, avec le conseil municipal des enfants. D'accord. Et avec la situation politique actuelle, ce projet a été suspendu. Donc, on s'est réunis tous les 4 pour mettre en place une grosse manifestation sur la commune et pouvoir faire entrer toutes les générations dans cette journée. Les situations politiques, vous en parlez, ce deuxième tour des élections municipales qui se tient, partiel qui se tient ce dimanche. Petit tour de table, on va rester avec vous, Julien Colno. Pourquoi ça vous tenait à cœur de vous engager dans une telle action, organiser ce Téléthon Aquanière ? Alors pour moi, les enfants, ils sont beaucoup trop écartés des problèmes que les autres enfants peuvent avoir sur le handicap, tout ça. On a beaucoup de moqueries au niveau des écoles, ce qui arrive assez fréquemment. Donc on veut les amener justement à leur faire prendre compte qu'il peut y avoir des enfants différents, mais que malgré la maladie, on peut quand même travailler ensemble et faire un bout de chemin dans la vie à l'école et après. Khadija Birzin, pourquoi vous êtes-vous engagée dans cette action ? Alors, il y a une trentaine d'années, moi, lorsque je suis devenue éducatrice spécialisée, j'ai travaillé auprès d'enfants atteints de la myopathie. J'ai vu les dégâts, j'ai vu évidemment la souffrance à la fois de l'enfant et de la famille, de la fratrie. Donc c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années et je suis ravie de pouvoir être soutenue dans ce projet-là. On termine ce tour de table avec vous, Christine Lamy, pardon, j'avais perdu votre nom. Du coup, pourquoi ça vous tenait à cœur de vous engager dans ce projet de Téléthon ? Un peu tout ça. De toute façon, c'est effectivement pour que les gens vivent ensemble, sachent vivre ensemble malgré tous les handicaps, pouvoir aider aussi une grande cause, fédérer dans notre ville autour de quelque chose de justement aidant. Pour le handicap, c'est quand même... autour de la myopathie, c'est quand même le seul pour le moment qui est vraiment... Enfin, le pouvoir de fédérer autant, je pense. Et comme nous, on est quand même des petits joueurs, on n'a pas... Voilà, c'est notre première grande organisation. Il fallait quelque chose de grand aussi, et c'était... Voilà. Oui, c'était nécessaire qu'il y ait de nouveau cette grande organisation, cette grande journée, 2 grandes journées de mobilisation pour le Téléthon Aquanière. C'est ça. Alors nous sommes 3, en fait nous sommes 4, oui. Avec Isabelle Montardier qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui elle est de formation assistante sociale, qui est aussi évidemment touchée par ce problème pour avoir rencontré des gens touchés par cette pathologie. Voilà, nous sommes vraiment très intéressés pour faire bouger tout ça, pour que les gens soient le plus au courant de ce qui peut se passer et surtout que tout le monde puisse participer et lever les fonds évidemment pour la recherche, pour aller plus loin. Alors avec les derniers rebondissements politiques aquanières, du coup, est-ce que ça a été difficile de l'organiser, ce Téléthon ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Il y a eu un petit peu de difficultés, mais on a quand même réussi à s'en sortir. On a eu de nombreux bénévoles sur la commune et dans les communes alentours qui ont été très solidaires, qui nous ont jamais lâchés, qui ont pris aussi le relais, parce que nous, on a été assez débordés pour gérer cette manifestation. Donc franchement, on a vraiment une solidarité qui s'est créée dès la première réunion d'information. On les remercie du fond du cœur, parce qu'ils ont été vraiment présents et partants, et ça continue, et voilà, on en profite. Comment ça s'organise justement de faire revenir un gros Téléthon Aquanière ? Comment on contacte les partenaires ? Voilà, comment ça s'est déroulé ? Merci Facebook, merci tous les messages, exactement. Utiliser tous les outils numériques. Des réunions régulières où tout le monde est présent, avec une belle énergie en tout cas. Tout le monde veut y participer. Il y a eu une bourse de Noël tout récemment. Les parents d'élèves qui l'ont mis sur pied ont participé à leur manière pour qu'il y ait des fonds collectés déjà à ce moment-là. Et merci encore à eux. Voilà. Sur le programme, il y a 3 lieux. Ce Téléthon se déroulera sur 3 lieux. Le gymnase du Moulin à Vent, la piste de course et le stade de football. Si on fait un petit point sur le programme, alors on n'aura peut-être pas le temps de tout détailler, mais et l'église le dimanche, pardon. Déjà sur le programme du samedi, quel est-il ce programme ? Alors samedi, c'est une grosse journée de 9h jusqu'à 16h30. On fait de la Zumba, on fait de l'échauffement en musique pour le tournoi de foot. On fait de la sensibilisation au handicap en étant dans un fauteuil roulant.
On fait la course en joëlette, on fait la course du muscle, on fait du tir à l'arc, bref, plein d'activités qui sont liées autour du sport pour justement pouvoir travailler entre personnes handicapées et personnes mobiles. L'idée, c'est de se dépasser. Il y aura du défi proposé aux Coignériens. C'est ça. Du défi, et en parlant de défi, on a ce fameux défi Guirlande que nous proposons à toutes les personnes qui seront présentes, et y compris les écoles, puisque Julien est allé en parler aux élèves. C'est une guirlande qui partira donc du gymnase jusqu'à l'église, enfin la place du marché, puis il y aura le marché de Noël ce jour-là. Qui fera, on a compté, 800 mètres. Donc voilà, une guirlande qui sera faite de petits fanions, alors sous forme de tissu, enfin tout support possible, des dessins, des messages que les enfants pourront donc agrafer ou nouer sur cette guirlande, qu'on déroulera à la fin de cette journée, en espérant aller jusqu'au bout. Et avoir un temps clément, surtout. Vous en parliez, un tournoi de football aussi sur cette journée ? Absolument, absolument. Donc c'est un tournoi de football qui est organisé par le club de foot justement de Coignères, donc avec les dirigeants, les entraîneurs. Donc ils vont créer un tournoi intergénérationnel, donc des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, en essayant de mélanger les tranches d'âge dans les équipes et justement fédérer ce lien entre toutes générations pour la lutte pour le Téléthon en fait. Et vous le citiez, Christine Lamy, ça se terminera le dimanche avec un concert. Il y aura un concert qui sera donné dans l'église Saint-Germain d'Auxerre de Coignères. Ce sera à peu près d'une heure, je pense. Enfin, c'est ce qu'ils avaient à peu près prévu. Ce sera un concert avec des trompettistes et puis aussi avec de l'orgue, des instruments à vent différents. Voilà. Sur le principe, pour participer, on achète un ticket. Un ticket, c'est 1 euro, c'est ça ? Pour l'instant, on part sur un ticket pour 1 euro et après, c'est le don au chapeau, comme on dit. Donc les gens donnent ce qu'ils ont envie pour faire un don au Téléthon. Une dernière question, les ambitions pour ce premier Téléthon, en tout cas ce Téléthon qui revient à Coignères, quelles sont-elles ? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés ? D'abord, excusez-moi juste, Allez-y, d'avoir beaucoup de bénévoles. Bien sûr. Parce que là, actuellement, on est un peu en manque de bénévoles. Pour faire différentes choses, pour faire toutes ces activités-là, il faut pouvoir gérer les postes sur plein de points, les buvettes, parce qu'on a réussi à avoir beaucoup de partenaires qui nous permettent de pouvoir avoir des buvettes et des points pour pouvoir manger. Et puis il va y avoir besoin de gens pour faire de la sécurité, des gens pour gérer tous les postes. Donc plus nous aurons de bénévoles, au mieux on sera heureux. Oui, pour le mener à bien, et ce sera plus simple. Et l'appel est lancé. Merci à vous trois, Khadija Birzin, Christine Lamy et merci à vous, Julien Colno, co-organisateur de ce Téléthon à Coignères. Rendez-vous le samedi 8 décembre de 9h à 16h30 et le dimanche 9 décembre à 17h. Vous pouvez d'ores et déjà faire un don au Téléthon sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Encore un mot de solidarité, cette fois-ci entre les différentes générations. La première pierre symbolique d'un programme immobilier Cocoonage a été posée à Guyancourt. Il s'agit d'une des toutes premières résidences intergénérationnelles en France. Des jeunes actifs, mais aussi des retraités vont y cohabiter et se rencontrer. Les précisions de Manon Varaldo. À l'angle du boulevard du Château et de la rue Jacques-Prévert de Guyancourt, des travaux de taille sont en cours. Jeudi 22 novembre, la ville, Réciprocité, France Habitation et Eiffage sont venus pour la pose de la première pierre de la résidence sociale Cocoonage qui englobera toutes les générations. C'est plus qu'important pour un groupe comme Eiffage Immobilier puisque cette première pierre, c'est la première résidence intergénérationnelle baptisée Cocoonage que nous réalisons en Île-de-France. C'est un moment particulier puisque c'est un travail de 3 ans d'études et de préparation et que nous concrétisons aujourd'hui à Guyancourt. Au rez-de-chaussée de cette résidence se trouvera une maison des projets qui permettra à tous de développer une vie commune. C'est aussi une alternative au logement traditionnel inadapté au vieillissement et aux maisons de retraite dédiées aux personnes âgées dépendantes. Ce qui est important dans ce type de projet, c'est que l'on arrive à mixer les générations. Parce que les personnes qui sont en perte d'autonomie, il faut qu'elles puissent garder un lien social. Et donc le fait de pouvoir mettre en un même endroit des jeunes et des moins jeunes, des gens en pleine autonomie et en perte d'autonomie, c'est finalement l'avenir puisqu'on crée du lien social.
La résidence Coucounage proposera 84 logements à vocation sociale et s'inscrit dans un projet de la ville. On va terminer avec la coulée verte qui fera le lien entre les quartiers et puis la fin de l'aménagement du boulevard du Château et de la place du marché aussi. Et là, on aura quelque chose qui va faire en sorte que ce quartier du Pont du Routoir, qu'on ait pu redonner une nouvelle image à ce quartier. La livraison de la résidence Coucounage de Guyancourt est prévue pour juillet 2019. Avec moi sur ce plateau, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Décidément, vous venez tous les jours sur ce plateau. Alors après l'environnement, le sport et la musique, c'est l'espace qui est à l'honneur cette année. Le Festival Saint-Quentin, le festival du film documentaire de notre chaîne TV78, revient pour sa 4e édition. Mélanie Poquet, c'est votre coup de cœur de la semaine. Quel est le programme ? La première date à noter dans vos agendas, c'est la soirée d'ouverture. Elle se passe à l'UGC SkyWest à partir de 19h30. Ce soir-là sera enregistrée une édition spéciale du PUF, l'émission de Patrice Carmouze. Il aura autour de lui 4 invités, dont 2 chercheuses, l'une du LATMOS, l'autre du CNRS. L'entrée est gratuite, il faut juste s'inscrire sur le site du festival www.50-1.fr. On le rappelle, c'est important, c'est avant tout un festival du film documentaire. Et oui, cette année, 8 films sont en compétition, Grégory. 8 documentaires qui vont vous emmener la tête dans les étoiles. Vous découvrirez des projets d'observatoire toujours plus grands pour observer les étoiles, la formation des futurs grands pilotes français et bien sûr une aventure qui a passionné des milliers de personnes, le voyage de Thomas Pesquet, le dernier spationaute français à avoir été dans l'espace. Il y a un objectif de montrer que ce qui vient de l'espace nous touche au quotidien. Beaucoup des progrès scientifiques, la téléphonie mobile, les travaux sur les small cells par exemple, sont directement dérivés, y compris des travaux d'Apollo de l'époque. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce choix du thème de l'espace n'est pas anodin pour 50 ans en Yvelines. Alors peut-être ne le savez-vous pas, mais sur le territoire des Yvelines, de l'agglomération, on vise très régulièrement les étoiles. De grandes entreprises travaillent dans cet univers, Airbus, Thales, Dassault, mais aussi des laboratoires. Il nous semblait logique de travailler sur cet espace qui génère beaucoup d'emplois sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, purement économique. Mais également, on est tous des petits garçons et des petites filles qui avons, dès notre plus jeune âge, levé les yeux pour regarder les avions, levé les yeux pour regarder les fusées. Et donc, ça parle au grand public, ça parle à nous tous. Alors, à l'issue, plusieurs prix vont être remis. Le prix TV78, celui de 3IS, celui des cinémas. Et les spectateurs auront aussi leur mot à dire avec le prix du public. En plus des documentaires, des films sont aussi diffusés chez les cinémas partenaires, du célèbre Stanley Kubrick et 2001, l'Odyssée de l'espace, au tout dernier Damien Chazelle, First Man, qui parle de Neil Armstrong. Laissez-vous tenter, Grégory, laissez-vous rêver. Il y a de quoi, effectivement. Et à l'occasion de la soirée d'ouverture de ce festival Saint-Quentin, TV78 délocalise son plateau à l'UGC de SkyWest. Demain à 18h, retrouvez-nous en direct depuis le centre commercial Saint-Quentinois pour un 7-8 journal spécial où nous parlerons largement de l'événement. À partir de 19h30, Patrice Carmouze prend le relais avec ses invités pour son émission PAF. Merci Mélanie, on vous retrouve dans un instant pour le 7-8 Culture, c'est dans un instant après une page de pub et de bande-annonce. Bonne soirée sur TV78.